la Fédération Famille Rurale avait répondu au projet Portail dès le départ et nous comptons aujourd'hui 8 tiers-lieux ouverts en milieu rural en Nouvelle-Aquitaine. Et nous avions décidé en octobre d'organiser un tiers-lieu éphémère sur un site corrézien, une grande rencontre régionale où les collectivités locales, les associations familles rurales de Nouvelle-Aquitaine et voire plus largement auraient pu participer et rencontrer les différents partenaires et acteurs pour la mise en place de ces tiers-lieux. Nous n'avons pas pu le faire et donc nous avons rebondi sur cette idée d'organiser avec nos partenaires tels la coopérative des tiers-lieux, le réseau rural, euh, euh, France Tiers-Lieux, le conseil régional, donc d'organiser par thème des rencontres virtuelles et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc la dernière fois, on avait axé beaucoup le rôle et les spécificités des tiers-lieux ruraux. Ça a permis de recueillir des différentes visions des tiers-lieux avec des entrées certes par le travail, avec des espaces coworking, mais aussi à travers de l'animation de territoire, à travers du social, à travers des différentes activités. Et ça a été vraiment très intéressant et constructif de comprendre combien un tiers-lieu en milieu rural est source de lien social. Il permet à des télétravailleurs d'avoir un lieu dédié hors de son lieu familial pour travailler. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec comme thème comment coopérer entre associations et collectivités dans une démarche tiers-lieu. Voilà. Alors, malgré les bruits parasites, j'espère avoir dit l'essentiel et je laisse la parole aux animateurs, Amor, Eric Rossi et je crois qu'il y a aussi une autre personne. Oui, Voilà. merci Florence pour avoir ouvert ce deuxième webinaire. Donc effectivement, comme l'a rappelé Florence Duvialar, ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires qui a été inauguré le mois dernier euh, et qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin. Effectivement, lors du dernier webinaire, on a abordé les différentes visions que chaque intervenant pouvait avoir des tiers-lieux et ça a permis de dégager un certain nombre de spécificités des tiers-lieux ruraux. Ces spécificités, je vous les rappelle, hein, mais c'est des choses qui étaient ressorties. Je me souviens de l'intervention de Loïc Michaud de la région qui avait parlé d'hybridation euh, des différents domaines d'activité au sein des tiers-lieux ruraux. On avait parlé du modèle économique avec Marie-Laure Cuvelier de France Tiers-Lieux qui avait parlé d'un modèle économique basé sur la frugalité, donc c'était son terme. Et puis effectivement, Florence Duvialar, dans son intervention, avait mis en avant surtout la dimension cohésion et lien social qui était développée dans les tiers-lieux ruraux. Ces échanges avaient soulevé pas mal de questions et de commentaires dans le chat sur un certain nombre de thématiques comme le modèle économique, la relation qu'il pouvait y avoir entre tiers-lieux et centres sociaux, espaces de vie sociale pardon. Donc ce sont des questions auxquelles on va répondre dans les prochains tiers-lieux. On vous donnera la programmation à la fin de ce webinaire. Et puis, pour faire un peu une transition entre le webinaire de janvier et celui d'octobre, c'est vrai qu'on avait posé la question à la fin du dernier webinaire aux intervenants de dégager un certain nombre de défis qui pouvaient permettre une bonne réussite des tiers-lieux ruraux dans leur mise en œuvre. Et parmi les défis, il y avait deux choses qui étaient bien ressorties. Il y avait le défi de la gouvernance des tiers-lieux et le défi de la coopération des tiers-lieux avec les collectivités locales. Et donc, c'est vrai que du coup, on est bien servi puisque la thématique du prochain webinaire au mois de mars, c'est sur la thématique de la gouvernance. Et la thématique d'aujourd'hui, effectivement, c'est sur la coopération entre tiers-lieux et associations dans la mise en place d'un tiers-lieu rural.
Donc on va démarrer. Donc je vais donner la parole du coup à l'animatrice de ce webinaire. Donc c'est Céline Karazinski, qui est l'animatrice du réseau rural Nouvelle-Aquitaine et qui va du coup animer le webinaire. Donc Céline, si tu veux bien prendre la parole. Oui, je te remercie, Amor. Bonjour à tous. On est très nombreux, hein. Je vois qu'il y a 137 participants déjà connectés. Je fais un petit rappel pour ceux qui viennent juste d'arriver. Si vous n'intervenez pas, ce serait bien que vous coupiez vos micros pour qu'on évite les bruits parasites et puis qu'on puisse bien tous s'entendre. On a beaucoup d'intervenants aussi aujourd'hui. On a décidé de faire ce webinaire sous une forme un peu comme une émission radio, donc avec très peu de support visuel, mais par contre beaucoup d'échanges et de témoignages. Je vais donc vous présenter nos différents témoins et puis nos experts. Ce serait bien qu'en fait vous puissiez allumer vos caméras et puis que vous nous fassiez un petit coucou, un petit geste quand je vous nomme. Donc, on a 2 tiers-lieux qui seront présents aujourd'hui, donc avec des témoignages à la fois de la collectivité qui porte le tiers-lieu et puis de l'association partenaire. On a donc 2 élus. Un élu pour le tiers-lieu de Pennes-d'Agenais, qui est le maire de Pennes-d'Agenais, Monsieur Arnaud Devilliers. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit geste? Enchanté. Oui, je suis bien là. Très bien, on vous entend bien. Oui, ce serait bien aussi de dire un petit mot comme ça, hop, ça me permet de voir si on entend bien tout le monde. Et puis, on a aussi Madame Jacqueline Lhomme-Léaumont, qui est maire de la commune de Saint-Genès et qui est aussi conseillère départementale de la Haute-Vienne. Est-ce que vous Oui, je suis là. Je suis là. Vous n'avez pas de caméra? Non. Non, par audio. C'est pas très grave, vous êtes là, c'est le plus important. Merci beaucoup de votre présence. Pour accompagner ces élus de collectivité, nous avons donc des personnes en charge soit du projet, soit déjà facilitateurs de tiers-lieux. Donc, pour le tiers-lieu de Pennes-d'Agenais, nous avons Nadège Delbos, qui est salariée de la Fédération du Lot-et-Garonne, de famille rurale. Oui, bonjour à tous. Et je tenais à excuser notre président qui a eu un point de problème, M. Majorès. Donc, je serai sa porte-parole cet après-midi. Merci beaucoup de le remplacer. On n'entend pas très, très bien. Donc, il faudra peut-être s'approcher du micro. Et puis, le facilitateur du tiers-lieu de Briance-Rosel, qui s'appelle Kesako, Maxime Gouet. Est-ce que tu es là, Maxime? Oui, je suis là. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, on t'entend très bien aussi. Face à ces témoins, on aura des regards d'experts. Donc, on a invité Lucie Légron, qui est gérante de la coopérative des tiers-lieux. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi invité Patricia Andriot, vice-présidente de RTES et puis aussi qui représente l'ANCT avec une double casquette. Bonjour. Bonjour Patricia. Et nous avons enfin Éric Rossi, conseiller Europe et territoire de la Fédération nationale de familles rurales. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet ensemble. Toute cette fin, on va bien sûr parler tiers-lieux, mais on va parler tiers-lieux et coopération, plus particulièrement coopération entre les collectivités et les associations. On va essayer de définir ensemble les facteurs de réussite, de la mise en place et du fonctionnement d'un tiers-lieu, qu'est-ce qu'apporte cette coopération, quelles sont les plus-values. Et puis, on va aussi un petit peu, pour faire le lien avec le webinaire suivant, parler de la gouvernance et puis de l'organisation de ces tiers-lieux. Soit
de l'organisation en cours, soit de la future organisation, parce que dans les 2 tiers-lieux qu'on a choisis, aujourd'hui, il y en a un qui est en projet et il y en a un qui est en cours. Donc, on va pouvoir voir comment tout ça se met en place. Sachant qu'en fait, on n'est pas là aujourd'hui pour faire un descriptif et une présentation de ces 2 tiers-lieux, mais bien de parler de coopération, puisqu'en fait, ça prendrait trop de temps de rentrer dans les détails de chaque tiers-lieu. Par contre, si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir comment ça se passe plus en détail et puis avoir plus de précision sur les projets, eh bien, vous pouvez aller sur le site internet du projet Portail et vous aurez tous les éléments et le descriptif sur ces 2 beaux lieux de porteurs de projets. Donc, on va commencer par une question plutôt aux élus, plutôt aux collectivités, donc aux 2 maires qui sont présents aujourd'hui. En fait, on voudrait savoir comment vous vivez la coopération, donc au tout début du projet, c'est-à-dire d'abord dans le montage, du projet, ou comment vous souhaiteriez que la coopération se passe au tout début du montage, et puis aussi dans le fonctionnement au quotidien. Donc ça, c'est plus pour le tiers-lieu qui est actuellement en fonctionnement, donc le tiers-lieu Kesako. Comment cette coopération, elle se vit au sein de votre collectivité. Donc, je vais peut-être d'abord passer la parole à Madame Jacqueline Lhomme-Léaumont. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, alors nous, on est dans une phase tout à fait primaire, puisque nous sommes dans une phase de construction de notre tiers-lieu. Alors, nous avons été mis en place aux élections dernières, mis en place depuis juillet simplement. Et nous avons fait ce projet de tiers-lieu sur des avis de la population. On est parti sur un projet communal qui est participatif, et ce qui est ressorti de ce projet, c'était que les gens avaient envie d'avoir du lien et de faire des choses ensemble. Donc l'équipe municipale s'est mise au travail dès le départ. En place, je vous dis, depuis quelques mois simplement. Et nous avions dans notre proche alentour une association qui déjà travaillait sur notre territoire, une association Kesako qui naturellement nous avons été vers elle, puisque déjà elle donnait des cours informatiques itinérants sur notre commune, que déjà elle avait monté des cours de yoga sur notre commune, qui déjà participait à l'aide aux devoirs sur notre commune, qui déjà participait à des ateliers périscolaires sur notre commune, qui participait aussi pendant cette période de confinement à des exercices physiques à l'extérieur, qui a proposé des jeux pour les familles, aux enfants sur notre commune. Vous voyez déjà beaucoup de choses qui se faisaient sur notre commune avec cette association. Donc, c'est naturellement que nous sommes allés vers elle. Pourquoi aller vers cette association? Parce que cette association est forte déjà d'une expertise, et une équipe nouvelle s'appuyer sur une expertise déjà de terrain nous semblait tout à fait confortable et opportune. Voilà. Donc cette association fait partie intégrante de notre projet, et nous construisons ensemble. Nous avons mis un copil en place avec des élus et des gens de l'association, et nous sommes en train de construire ce projet. Alors évidemment, ce projet que nous voulons tout à fait participatif est un petit peu freiné dans la participation par rapport au Covid, puisque nos réunions publiques ne peuvent pas avoir lieu. Donc nous avons décidé quand même de
de faire appel à des réunions tout à fait, plusieurs réunions d'un petit groupe pour essayer d'avoir quand même, réunir la participation des habitants. Et nous avons mis en place une boîte à idées dans notre commune pour essayer que les gens puissent participer à notre projet. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est à notre projet. Ah, voilà. Il y a un décalage. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, si vous pouvez fermer. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et cette explication sur la mise en place de votre tiers-lieu et la coopération que vous avez avec cette association qui est ZACO. Monsieur Arnaud de Villiers, et vous, chez vous, ça se passe comment? Alors nous, le projet de tiers-lieu est né de la rencontre finalement entre deux volontés, celle de familles rurales qui cherchaient à développer ses activités sur la commune de Pendagenais en étant le pilier de son action sur le canton, et une volonté municipale, puisque nous avons cette année la création d'un espace France Service, donc qui est déjà dans une logique participative et de coopération. Et nous avons 1500 mètres carrés de locaux en plein cœur de village qui sont libérés. Une partie sera utilisée par la mairie pour cet espace France Service. Et on trouve intéressant au regard de l'objectif de France Service qui est de travailler sur des populations, refaire du lien, accompagner les personnes âgées ou les plus jeunes sur des démarches numériques, d'y associer la volonté des familles rurales qui, de son côté, avaient les mêmes objectifs, mais sur un autre site. Et finalement, en discutant avec le représentant départemental de familles rurales, on est venu à dire qu'on avait tout intérêt à travailler ensemble et à s'apporter mutuellement à la fois le savoir-faire de familles rurales et son travail auprès des associations, et de l'autre côté, par contre, le support logistique et financier de la commune pour restructurer ce site. Et donc, les conversations ont commencé en fin 2018, les toutes premières. Elles se sont prolongées tout 2019, où là, c'est surtout Famille Rurale qui a travaillé pour justement toute la démarche participative, l'association des autres associations et des nouveaux acteurs du territoire. Et puis, alors malheureusement, avec le Covid, toute la démarche consultation de la population s'est arrêtée. Mais par contre, les techniciens de la mairie et la technicienne de Famille Rurale, Madame Nadège Delbos, se sont régulièrement retrouvés tout au long de ces périodes de confinement et post-confinement et pré-confinement pour travailler le projet. Et ensuite, nous en avons fait des retours auprès des associations participantes et des élus au gré, on va dire, de la situation sanitaire, mais vraiment dans une démarche pour l'instant complètement égalitaire entre les projets des uns et des autres. L'idée, c'est vraiment de travailler parfaitement en symbiose. On a une troisième association qui aura des activités inclusives sur le site, où là, ça a été un peu plus compliqué de travailler avec parce que la personne est immunodépressive, donc elle est plus fragile que la moyenne, donc c'était un tout petit peu plus compliqué. L'idée, c'est vraiment d'avoir en cœur de village une démarche qui se veut dans une gouvernance la plus horizontale possible. Alors, pour la mairie, je ne vous cache pas que c'est un peu une petite révolution culturelle, on est plus quand même dans un fonctionnement vertical que horizontal, mais c'est aussi la manière d'expérimenter. Ce projet est aussi une manière d'expérimenter cette gouvernance, et jusqu'à maintenant, ça marche pas trop mal. Bon bah, tant mieux, de bonnes nouvelles, hein, malgré le Covid et puis toutes les embûches qu'on peut avoir avec la situation sanitaire. Mais merci beaucoup. Je vais maintenant demander à nos experts présents ce que eux ils appellent. Qu'est-ce que c'est pour eux la coopération entre collectivités et puis quelle est cette approche que cette organisation qui peut y avoir entre les collectivités et les associations au sein d'un tiers-lieu? Je vais laisser la parole à Eric, hein, si tu veux commencer. Eric Rossi de Famille Rurale. Merci Céline. Déjà, les deux premiers témoignages sont assez éclairants et je pense que ça va me conforter dans mon propos. Alors, je commencerai, le sens des mots a bien sûr une importance, vous le savez. Donc, on parle coopération, on parle d'association et de collectivité. Vous avez peut-être vu que dans le titre, on mettait collectivité au pluriel, parce que je pense que dans ces dynamiques tiers-lieux,
Il s'agit des communes, une commune sur laquelle le lieu va s'implanter, mais d'autres communes avoisinantes et aussi certainement les intercommunalités qui ont un rôle à jouer dans ces démarches tiers-lieux. Vous avez vu aussi qu'on emploie le mot démarche pour pas seulement se focaliser sur le lieu, mais aussi sur le processus. C'est ça qui est important, qui consiste à mobiliser l'ensemble des acteurs sur le territoire. Alors la coopération, d'abord je donnerai un peu une définition un peu en négatif, parce qu'on voit sur certains territoires voilà, certaines tentations. Donc on n'est pas sur un registre habituel, le registre classique des relations entre associations et collectivités. L'élu parlait à l'instant d'un peu une révolution culturelle. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Donc, on n'est pas en tout cas dans ce qui peut être du registre de la commande publique. On n'est pas sur une délégation de service public, ni un marché public. Le fait de confier un équipement ou un service à gérer à une association, un opérateur, un prestataire. On n'est pas non plus sur une logique de projet associatif subventionné, c'est-à-dire d'une initiative d'une structure associative qui se tourne vers la collectivité pour financer son projet, même s'il est d'intérêt général. On est là sur des relations d'une autre nature qui peuvent être des fois complexes, mais des relations d'une autre nature, c'est de la coopération. La coopération, c'est pour tous ceux qui observent le phénomène des tiers-lieux, c'est certainement le fondement et peut-être même une des conditions du processus tiers-lieu sur un territoire et peut-être de la réussite des tiers-lieux sur un territoire. Alors, sur la définition de la coopération, moi je vais me référer aux travaux de l'Institut des territoires coopératifs avec lequel nous travaillons voilà, depuis 2 ans et qui régulièrement forme nos porteurs de projets. La coopération, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est le passage d'un statut de co-acteur à un statut de co-auteur. Le fait de coopérer, c'est de pouvoir être co-auteur d'une œuvre commune, c'est-à-dire d'une œuvre créée pour être mise au commun, devenir un bien commun. C'est là, je dirais, la différence d'appréciation avec des relations classiques, c'est qu'on est vraiment dans une logique, et le mot a déjà été on construit ensemble, on travaille ensemble, on co-construit. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on est dans une relation et un leadership partagé. C'est-à-dire que le binôme activité, association, il va être central dans le processus tiers-lieu parce qu'on pense qu'en milieu rural, même si la coopération, elle ne va pas se limiter aux 2 acteurs que sont la collectivité et l'association, elle va être reposée en grande partie sur ces 2 acteurs-là, alors qu'ils vont avoir une fonction précise, et je vais en arriver là. Il s'agit de ne pas prendre la place, de faire à la place, il s'agit de faire de la place aux autres acteurs et à qui? C'est aux citoyens, aux habitants. Et ça a déjà été dit, donc c'est privilégier les démarches participatives, c'est-à-dire que les 2 acteurs centraux dans leur logique de coopération, ils vont avoir un rôle de ce qu'on appelle le leader jardinier, c'est-à-dire de mettre en place toutes les conditions favorables pour une mobilisation locale, pour faire émerger un projet citoyen et créer un espace citoyen. Et ça, c'est important, c'est vraiment, on est sur une logique de facilitation, d'accompagnement des acteurs et notamment des populations, des habitants. Donc ça, c'est important. Ça va nécessiter cette logique de coopération, de repositionner les acteurs, de changer un peu, de sortir un peu des jeux d'acteurs, de changer de posture, de plus être dans une posture de gestionnaire, de décideur, de financeur, mais d'être dans une posture, je veux dire, d'acteur local, de contributeur. On l'a vu même sur certains projets, des élus participaient au même titre que les citoyens à des groupes de travail, des commissions pour mettre en place les tiers-lieux. Alors, en quoi la coopération de la collectivité et de l'association peut être importante? C'est qu'on peut penser que dans un processus tiers-lieu, il y a 2 dimensions qui vont être au-delà de ce que va apporter le tiers-lieu en termes de réponse à des besoins individuels. La
la place de la collectivité, ça va être la garantie de la dimension territoriale, et on reviendra là-dessus dans le webinaire. Comment le tiers-lieu, la garantie que le tiers-lieu va s'inscrire dans le projet du territoire. Et on peut penser que la place aussi de l'association va permettre de donner au tiers-lieu un socle social, une dimension sociale et un projet social au tiers-lieu. Et c'est en cela, à mon avis, que le binôme association-collectivité dans une logique de coopération va être central dans la démarche tiers-lieu de niveau local. Oui, merci Eric. Effectivement, on verra ça après dans les questions sur tout ce qui est gouvernance et organisation. Merci beaucoup. Donc, même question pour Patricia Andrio. Merci Patricia. Donc, la question, hein, c'est qu'est-ce que la coopération entre collectivités et associations? Et est-ce que tu peux nous expliquer très très brièvement ce que c'est RTES, parce que c'est un peu notre jargon et peut-être que il y a des participants qui ne sont pas au fait. Ouais, merci, bonjour à tous. Merci pour les précédents intervenants. Donc, alors, le RTES, c'est le réseau des territoires pour une économie solidaire, auquel adhère d'ailleurs la Nouvelle-Aquitaine et plusieurs départements de votre région. Donc, c'est un réseau de collectivités territoriales et qui réunit à la fois des communes, des intercos, des agglos, des départements, des régions qui tout ont en commun de vouloir être très proactifs pour le développement des politiques publiques de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, je suis vice-présidente de ce réseau et je suis élue locale dans une communauté très rurale en Pays de Langres, en Haute-Marne, et qui dans notre communauté de communes, nous avons développé un terreau. Et puis, je le dis parce que Cécile m'a présenté comme ça et que mon point de vue est celui-là aussi. Professionnellement, je m'occupe des questions ruralité à la NCT, à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc, mon point de vue pour répondre à la question de qu'est-ce qu'est la coopération, il est en fait du point de vue des collectivités territoriales et de l'accompagnement de ces collectivités. Pour répondre à la question, j'ai envie de dire, pour la coopération, il me semble que fondamentalement, c'est un défi. Je veux dire par là, et c'est un petit peu, d'ailleurs, ça rejoint les témoignages précédents, ce qu'a dit Eric, c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Et la posture, la relation clé entre acteurs d'un territoire et collectivité, c'est plutôt celle de la relation financière. Il est plus fondamentalement fondé par celui de la relation financière et donc de la subvention. Ou du donneur d'ordre, c'est-à-dire la collectivité a besoin de quelque chose, elle exprime et voilà. Ou à l'inverse, l'assaut a un projet. Or, quand on parle de coopération, c'est fondamentalement pas ça. Donc c'est pour ça que je disais c'est un défi. Eric l'a bien expliqué. J'ai envie de dire aussi, naissant de ce défi, c'est du coup un changement de posture de part et d'autre. Je dis bien de part et d'autre. Ça veut dire qu'effectivement, il faut s'apprivoiser, il faut se mettre en confiance. Et en fait, il faut se mettre dans la posture où on a un problème commun, dans le sens où les acteurs ont envie de développer un sujet, un projet pour répondre à un besoin des habitants, et les élus sont fondamentalement là aussi pour articuler, agencer les politiques publiques pour répondre aux besoins des habitants. Et donc l'idée, c'est de se dire, ben voilà, on a chacun un bout de la réponse du problème. Nous parce qu'on a accès à des politiques publiques, vous parce que vous savez faire des choses qu'on ne sait pas faire, et comment on travaille ensemble. Comme je le disais, ça veut dire que voilà, il y a une espèce de posture d'humilité et posture de on va faire ensemble. Donc ça me semble important d'avoir ça en tête. Et de ce point de vue-là, les tiers-lieux, puisque là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même de voir l'enjeu de la coopération et qu'est-ce que la coopération par rapport aux tiers-lieux, j'ai envie de dire c'est un prétexte ou un catalyseur. C'est-à-dire que fondamentalement, comme les tiers-lieux sont des sortes d'ovnis, d'objets qu'on connaît mal, qu'on appréhende mal, du coup, ça va pousser tant les élus que les acteurs dans des habitudes, dans des inhabitudes, dans des champs qui n'ont pas l'habitude de travailler, de faire croiser des acteurs qui connaissent mal. Donc, ça fait sortir chacun de son sentier habituel, de ses habitudes, et ça amène à faire quelque chose de nouveau et d'aller vers l'innovation. Et donc, c'est très intéressant pour amener à ce changement de posture puisqu'on est sur un territoire nouveau. C'est pour ça que je parlais de prétexte, ou le mot catalyseur est peut-être plus intéressant parce que il y a quelque chose d'assez structurant dans le fonctionnement des collectivités. Alors, c'est
plus vrai quand on est dans des grosses collectivités, c'est quand même un fonctionnement en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'on a la politique publique de la mobilité, la politique publique du scolaire, la politique publique de l'environnement, enfin voilà, et souvent c'est un service ou quelques personnes qui s'en occupent et tout ça ne se pose pas forcément beaucoup. Et par essence, le tiers-lieu, il amène et il induit de la transversalité. Voilà, et donc, ce qu'on peut dire aussi autour de tout ça pour compléter de répondre à la question, c'est encore deux choses. Ça veut dire qu'il faut aller vraiment dans une logique de co-construction. Eric en a parlé, et c'est très important, c'est quelque chose qu'on défend fondamentalement au niveau du RTES, c'est-à-dire il n'y a pas ceux qui viennent demander et ceux qui savent et qui vont décider. La co-construction, c'est pas juste on associe en amont pour demander un avis, c'est comment on va ensemble, comment on fonde une politique publique ensemble et comment on la suit ensemble, comment on construit des indicateurs ensemble, comment on se sent co-responsable. Et voilà, et donc je reviens à mon enjeu de posture. Et tout ça, ça s'accompagne par de la formation. Voilà, ça demande une certaine technicité, ça s'improvise pas. On n'anime pas des réunions qui demandent de la coopération et qui veulent aller vers la co-construction comme une simple réunion de partenaires. Donc, il y a besoin d'un accompagnement. Je fais un tout petit pont avec l'Agence de cohésion des territoires qui travaille pour l'ingénierie des territoires, où c'est aussi un défi. Enfin, je pense qu'il y a, comme on est face quand même globalement à des défis en tant qu'élu de politique publique auxquels on ne sait pas répondre seul. Je pense évidemment à la crise sanitaire, ça en est un bon exemple, mais je pense à toutes les autres transitions digitales auxquelles beaucoup de tiers répondent. En fait, il faut se dire, et ça c'est quand même fondamentalement nouveau, en tant qu'élu, on ne sait pas faire, mais on ne va pas savoir faire seul. Et c'est pas parce qu'on a été élu qu'on a la réponse du jour au lendemain. Donc, comme on ne sait pas faire, on va chercher d'autres acteurs, mais on accepte aussi et on se forme et on a besoin d'ingénierie, il y a besoin de compétences techniques. Il faut la volonté politique et la compétence technique et donc des apports en ingénierie. Voilà un petit peu ce que je voulais peut-être dire pour éclairer le sujet du point de vue d'où je parle. Merci beaucoup, Patricia. Oui, effectivement, c'est un peu comment on innove ensemble et comment on répond aux différents défis et on est en train, alors pas vraiment d'essuyer les plâtres, mais avec les nouveaux tiers-lieux, mais en train d'imaginer, créer, innover peut-être les nouveaux fonctionnements de demain. Pourquoi pas? Un peu. Mais c'est aussi très motivant, j'ai envie de dire, d'être là en train de tester et de voir ce qui peut fonctionner ou pas. Donc on va laisser maintenant la parole aux associations, parce qu'on vous a pas entendu. Donc à Nadège et à Maxime sur la plus-value. Alors vous, cette coopération, c'est cette collaboration sous forme nouvelle en fait avec les municipalités et pas forcément je tape à la porte pour demander des subventions, mais cette co-construction, eh ben, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement dans votre projet, dans votre fonctionnement et puis oui, voilà, dans le montage pour l'un et dans le fonctionnement pour l'autre. Je vais peut-être d'abord laisser la parole à Maxime, qui a peut-être un peu plus d'expérience parce que le tiers-lieu fonctionne déjà, et puis après on écoutera Nadège. Donc Maxime pour le tiers-lieu Briance-Roselle. Oui. Du coup, nous, on fait partie de la première vague des projets portail, donc on est dans le nez dans le dossier, dans le projet depuis maintenant septembre 2018. Donc effectivement, on est lancé dans une première phase on a fait une première phase de préfiguration où on est parti effectivement sur un petit peu la mise en place du test du projet à l'échelle dans laquelle on pouvait la déployer à l'époque. Et du coup, la plus-value de la coopération avec la collectivité, pour nous, ça a été déjà un petit côté vent de fraîcheur, renouveau, parce que on était avec un collectif la tête dans le guidon depuis 2 ans, à essayer de trouver des solutions pour pouvoir avancer, développer le projet, et à se retrouver confronté à un manque de place. Pour le coup, c'était assez bête et méchant, mais on avait quand même un manque
manque de lieux qui nous empêchait de développer un petit peu plus. Et donc, on s'est retrouvé effectivement sur ce terrain-là avec la commune de Saint-Genès qui, elle, était aussi dans l'idée de développer un projet similaire. Et du coup, la plus-value d'allier nos forces et du coup, chacun trouver en fait cette plus-value-là d'avoir un projet presque clé en main ou en tout cas qui avait de bonnes bases pour pouvoir continuer de réfléchir ensemble dessus et de pouvoir, eux, de leur côté, nous proposer de pouvoir développer ce projet main dans la main en nous proposant aussi des locaux. Là, il y avait une réelle plus-value et j'irais même jusqu'à dire que pour le coup, nous, côté associatif, la mairie joue presque un rôle de facilitateur dans le projet. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on arrive à monter ce genre de projet, et puis au final, effectivement, plus on avance dans le projet, plus on se rend compte de l'ampleur de celui-là. La mairie aussi arrive avec cette possibilité de nous dire nous on a ces ressources-là qui peuvent être à disposition, on peut peut-être réfléchir ensemble à des solutions pour pouvoir avancer et briser le frein qui empêche le projet d'évoluer. Donc il y a ce côté, il y a vraiment ce côté de facilitation, de bosser main dans la main avec une collectivité qui, à mon sens, est au stade où on est le projet à l'heure actuelle assez prégnant. Voilà. Pour qu'on comprenne bien, excuse-moi Maxime, pour qu'on comprenne bien, vous êtes sur plusieurs sites, vous. Alors, en fait, à l'heure actuelle, effectivement, on est sur la commune voisine de Saint-Genès, sur laquelle est le siège social de l'association porteuse du projet Quédaco. Mais cette association porte aussi de la petite enfance, de l'enfance jeunesse, de l'animation locale, etc., etc. Et du coup, on est dans les locaux qui accueillent l'enfance jeunesse, donc un accueil de loisirs, etc. Ce qui nous limite dans le développement du projet parce que on est limité dans les horaires d'ouverture pour éviter de croiser les publics, etc. Donc, on avait cette besoin de pouvoir évoluer dans un endroit qui serait dédié au tiers-lieu. Avec voilà, c'était quelque chose qui remontait du collectif aussi, de pouvoir avoir des horaires, une amplitude d'horaires plus importante. C'était aussi des choses qui remontaient des coworkers et des télétravailleurs qui étaient potentiellement intéressés pour rejoindre l'espace. Voilà, d'avoir quelque chose qui soit vraiment dédié au projet Quédaco et au projet tiers-lieu. D'accord, très bien. Bon, on verra peut-être plus tard sur les relations avec le territoire et les projets de territoire, parce qu'on voit que vous êtes aussi nomade et oui, pas ancré simplement sur une commune. Donc, c'est intéressant à souligner, je pense. Mais, merci Maxime. Nadège, vous, la plus-value chez vous dans le Lot-et-Garonne, ça s'exprime comment? Est-ce qu'il y en a une? Peut-être pas. Oui, il y en a une. Donc, pour reprendre une phrase du président, puisqu'on a préparé ensemble cette intervention, donc il a parlé d'un passage d'une utopie à une réalité. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, s'il n'y avait pas eu de coopération avec la mairie, un tel projet n'aurait pas pu voir le jour. Puisqu'en fait, on a mutualisé un petit peu tout ce que l'on avait chacun de notre côté. Donc, on a mutualisé nos moyens humains, le moyen matériel et puis aussi les moyens financiers avec toutes les différentes actions ou les différentes appels à projets, tout ça, tout ce que l'on peut mener ensemble ou chacun de notre côté. Donc, tout ça, c'est une coopération. Et on a aussi en fait un plus, c'est au niveau de notre dynamique du réseau famille rurale, puisqu'on a le projet portail, on a des formations, des visios, tout ça. Donc tout ça en fait, un petit bout de chacun fait que le projet, donc la coopération est bien positive. Voilà. Et donc du coup, on peut dire que nous, la plus-value, c'est qu'on a chacun amené une petite force qui a fait évoluer le projet et du coup qui a pu devenir réel et être mis en place. Voilà. On avance en tant que partenaire sur une même ligne, comme a dit Eric tout à l'heure, par rapport à cette gouvernance horizontale et tout ça, où chacun apporte ce qu'il sait faire et pour être complémentaire en fait. Voilà.
Oups, mon micro était coupé. Très bien, merci beaucoup. Je vais interroger maintenant Lucille de la coopérative des tiers-lieux. Donc, il y a un rapport tiers-lieux à l'usage des collectivités qui a été fait. J'ai vu qu'il y avait genre d'observatoire des tiers-lieux de Nouvelle de France, d'Europe et tout un recueil de bonnes pratiques. Donc, d'après vous, la coopérative des tiers-lieux, quels sont les facteurs vraiment de réussite de cette coopération et puis les écueils à éviter pour que ça fonctionne bien, que le binôme fonctionne bien? Merci, j'espère que vous m'entendez bien. Donc en effet, on a un observatoire où on prend la température un petit peu de la relation association-collectivité publique depuis au moins 2014. Et dans les premiers résultats qu'on avait, il y avait aucune connaissance de ce type de projet. Et maintenant, la tendance est complètement inversée, c'est-à-dire qu'il y a des relations durables qui s'installent et qui permettent aux associations de se projeter en fait avec la collectivité pour voir plus loin. Alors en effet, il y a plein d'ingrédients pour amener à la coopération. J'ai envie de dire que le premier, c'est la confiance. C'est bête à dire, mais en fait, ça compte quand même. C'est pas mal, ouais. Effectivement. Ça compte toutes ces questions de confiance. Donc voilà, ça c'est déjà un premier élément où en fait la confiance elle met du temps à venir parfois, notamment quand ce sont des acteurs qui sont naissants, émergents, avec des projets compliqués à comprendre parce qu'en fait il faut expliquer la démarche, le processus dans lequel on a envie d'embarquer les habitants, les acteurs, etc. Il y a aussi la question du langage. Moi j'ai été pas mal déboussolée dans mes premiers échanges avec les collectivités locales parce qu'il y a des cycles, il y a des codes, il y a des façons d'accueillir les projets émergents et donc il y a voilà, des questions de langage institutionnel et versus le langage du projet ou du porteur de projet. Donc voilà, il faut se mettre sur le bon tempo. J'ai envie de dire que pour bien coopérer, alors déjà c'est un état d'esprit quand même, il y a une volonté d'ouverture et d'essayer de faire avec les gens. Dans la définition que Eric a donnée au début d'être co-auteur d'un projet, j'ai l'impression qu'en fait on est sur un mode de coopération où c'est presque l'aboutissement d'arriver à ça, mais qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des paliers d'entrée en partenariat, de collaboration. On essaye voilà, de s'apprivoiser sur des actions communes pour que la coopération elle puisse être effective. Et donc, on est assez régulièrement interrogé sur le temps long de ces projets, le temps long de maturité de la coopération de ces acteurs-là. Donc voilà, je pense qu'il faut se laisser le temps. Donc, ça sous-entend qu'il ne faut pas être dans une urgence en termes de projet et qu'il faut pouvoir planifier ce temps d'interconnaissance et de petites actions voilà, pour comprendre comment les autres travaillent. Et puis après, dans la question de la coopération, ça sous-entend aussi qu'il y ait une prise de risque commune, c'est-à-dire que la collectivité prenne autant de risques que les porteurs de projets, et ça, il faut pouvoir la mesurer et savoir si on est OK avec ça. Donc ça, c'est une première chose dans l'idée de la coopération qu'Eric a présentée. Pour moi, il y a un autre ingrédient, c'est aussi d'être fort en interne. On ne peut pas coopérer avec des parties prenantes et notamment institutionnelles si en interne, on a des problèmes de gouvernance ou on n'est pas suffisamment solide pour engager une coopération. Oui, merci. Merci aussi de souligner qu'effectivement, c'est un projet collectif et comme tout projet collectif, il faut du temps. Il faut apprendre effectivement à s'apprivoiser, à parler le même langage, à bien se comprendre et à faire peut-être des petites actions en commun pratiquées
pour arriver à tout ça et puis effectivement passer les différents paliers. Ouais. C'est important. Il ne faut pas être trop pressé en fait. Faut prendre son temps. Merci beaucoup. Est-ce que en régie, on a des questions dans le chat? Oui, en régie, oui, c'est ça. Effectivement, on a eu que des retours, mais Lucille a répondu déjà à une partie des questions sur finalement sur le comment de la coopération. Parce qu'effectivement, on ne faut pas voir la coopération forcément comme une injonction, mais comme aussi une façon de travailler. C'est une posture. Tout à l'heure, Patricia Andriot et Eric l'ont dit. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'a dit Lucille, le fait d'avoir des actions communes, c'est déjà une première étape, d'avoir partagé des objectifs. Et donc dans les échanges, alors qu'ils sont soit publics, soit en privé, c'est des retours qu'on a eus. On a eu aussi en commentaire et en retour le fait que la coopération, c'est pas quelque chose qui peut se faire en cours de projet forcément, mais qu'il fallait vraiment le travailler en amont, que c'était peut-être même un préalable à la dynamique d'un projet tiers-lieu, et que la question de la coopération, il ne faut pas forcément la penser après, mais il faut vraiment la penser en amont dans la démarche. Donc c'est un élément de retour. Et puis dans les retours aussi, mais qui sont plus finalement conjoncturels, c'est la coopération en ces temps difficiles de crise sanitaire, où finalement il faut réinventer aussi peut-être des façons de travailler et de fonctionner qui peuvent permettre de faciliter à nouveau le fait de coopérer et de pouvoir coopérer. Sinon, il n'y a pas trop de questions plus que ça, donc je vais te rendre à la parole, Céline. Juste pour un petit mot par rapport à des soucis techniques qu'on a des fois de son et de connexion. C'est juste pour rappeler qu'on a pas mal de nos collègues dans le sud-ouest qui ont des inondations et ça a un impact sur la connexion. Donc j'excuse un petit peu nos collègues des Pyrénées Atlantiques, du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne, ouais, qui sont Voilà, apparemment inondés. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est un élément de difficulté de connexion. Ouais, effectivement, là, les écoles ont été évacuées dans la vallée du Lot. Ça a l'air de pas se passer très, très bien. Donc, on pense à eux. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Et Eric, tu veux dire quelque chose, non? Oui, je vois une question dans le chat. Quelques exemples de montage financier de ces coopérations. Moi, je vois un avantage à la coopération entre associations et collectivités sur le fait de mobiliser des dispositifs qui ne s'adressent pas forcément tout le temps toujours aux mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais donner des exemples. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs, des politiques publiques qui se déploient sur les territoires, qui visent soit les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations en l'occurrence, ou qui peuvent viser spécifiquement les collectivités. Et que comme le projet de tiers-lieu sur le territoire est un vrai projet de coopération publique-privée, ça peut permettre, dans les montages financiers, de faire venir des financements par le biais de la collectivité, de faire venir par le biais des associations. Je vais juste évoquer le programme dont Patricia peut-être dira un mot en tant que représentante aussi de l'ANCT, celui des petites villes de demain qui est en train de se déployer sur les territoires, qui vise les communes rurales de moins de 20 000 habitants, auxquelles peuvent accéder des collectivités. Et par contre, de l'autre côté, les associations aujourd'hui peuvent bénéficier d'un certain nombre d'appels à projets qui visent, compte tenu du contexte sanitaire, l'économie sociale et solidaire dans un certain nombre de solutions, d'actions pour pallier à la crise et aux différentes précarités. Je pense que donc dans le montage, le fait d'avoir un coportage association-collectivité, ça permet de mobiliser des dispositifs de nature différente. Et aussi à apporter de la crédibilité, je pense, au projet. C'est aussi important
cette coopération, elle montre qu'il y a un soutien aussi de la collectivité et qu'il y a une réflexion qui est mise en place et ça apporte de la crédibilité par rapport aux différents financeurs. Un tiers-lieu, il n'est pas comme ça dans la nature. Il a un endroit bien précis. Il est ancré dans son territoire parce qu'il est là en fait pour répondre aux besoins de la population et puis des usagers et des porteurs de projets. Mais alors, c'est quoi le territoire? C'est la commune, c'est la communauté de communes, c'est un pays, c'est un territoire avec une stratégie locale, c'est un département. En fait, se pose la question de la place du tiers-lieu dans son territoire et dans le projet global. Donc, j'aurais bien aimé savoir ce que Monsieur Arnaud de Villiers pensait de cette question-là, la place du tiers-lieu dans le territoire. Et puis, chez vous, Monsieur de Villiers, c'est quoi le territoire? Alors, sur Penne, c'est une démarche qui se veut pour l'instant communale. On a un peu de mal à élever le débat malgré un intérêt de la communauté de communes sur le secteur pour ce type d'équipement. C'est vrai qu'on a un peu de mal à le faire à l'intégrer dans un réseau plus vaste que celui de la commune. Par contre, on est fortement sous pression de la région qui finance qui voudrait financer ce projet pour essayer vraiment de le faire travailler en réseau. Et à ce moment-là, on essaye déjà, nous, de travailler, y compris en dehors de notre communauté de communes, avec d'autres tiers-lieux, pour essayer précisément d'avoir une démarche de territoire, au moins au niveau de la vallée du Lot, si on ne peut pas l'avoir encore au niveau départemental. C'est vrai que c'est pas simple, parce que comme ça part de la base et du tissu local, les autres territoires, parce que le Lot-et-Garonne fonctionne encore beaucoup sur la commune, on n'a pas trop, c'est un peu compliqué de nous faire dépasser nos frontières administratives, et donc ça ne présente pas un intérêt pour les communes voisines que de participer à la démarche. Donc là, il y a une petite lacune sur laquelle on est en train d'essayer de travailler pour essayer de convaincre tout le monde d'y venir, et c'est notamment l'intérêt de nous coupler avec une maison France Service qui est donc déterminée pour l'ensemble du canton, de manière à ce que la population du canton qui va venir faire ses démarches administratives à France Service découvre les autres activités du tiers-lieu et peut-être fasse remonter à leurs propres élus l'intérêt de participer à la démarche conjointe. Mais de ce point de vue-là, en ce moment, on rate beaucoup, particulièrement aujourd'hui, on a quelques inondations, mais c'est vraiment compliqué d'arriver à le faire porter au-delà de notre territoire. Et on l'a vu même, Famille Rurale, qui avait beaucoup sollicité les associations hors commune pour participer aux échanges de construction de leur partie du tiers-lieu, ils ont eu du mal à mobiliser en dehors de la commune de Penne. D'accord, mais vous avez quand même essayé de voir une sorte de réseau de tiers-lieux pour pas vous faire concurrence et être plutôt complémentaire, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que de toute façon, la région ne finance que des tiers-lieux qui sont complémentaires les uns des autres. Il y a plus de 20 minutes les uns des autres aussi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment travaillé sur cette complémentarité. Après, le tiers-lieu, c'est quelque chose d'assez nouveau sur le territoire du Lot-et-Garonne. Donc tout le monde essaye de construire un peu son activité en même temps. Donc ça se passe plutôt bien au niveau des coopérations entre tiers-lieux. Tout le monde a bien compris l'intérêt de jouer ensemble. Mais le tiers-lieu proprement dit vis-à-vis des communes ou vis-à-vis des instances a une légitimité qui peine encore à se trouver, on va dire. D'accord, mais ça va venir avec le temps. Ça va se construire petit à petit, Lucie nous l'a bien dit. Et à Saint-Genès, comment ça se passe? Quelle est la place du tiers-lieu dans son territoire et quel territoire? Madame Jacqueline Lhomme, elle était au téléphone. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah. C'est parce qu'on va donner peut-être la Maxime, peut-être qu'il veut prendre la suite. Me voilà. Maxime, oui. Alors, ouais, je ne vais pas parler au nom de la mairie, mais je vais parler un petit peu sur. Ça a été une question qui est revenue assez régulièrement sur les premières étapes de collaboration.
parce que effectivement, pour le coup, là, on a des points de vue qui sont partagés différemment entre la collectivité et l'association. L'association, historiquement, elle faisait déjà de l'itinérance, elle faisait déjà quelque chose à vocation intercommunale en tout cas. Quand la mairie de Saint-Genès est venue nous chercher pour essayer de monter un tiers-lieu tous ensemble sur Saint-Genès, ils avaient un cahier des charges qui était de répondre à la volonté des habitants de Saint-Genès et de ce pourquoi ils avaient été élus. Donc effectivement, au début, on avait une différence de point de vue sur la territorialité et l'étendue et le rayonnement territorial du projet. Ce qui a créé un peu d'émulation, un petit peu d'échange et de débat. D'un côté, ils ne voulaient pas léser les habitants de Saint-Genès pour que le tiers-lieu rayonne sur le territoire. Nous, de notre côté, on a dit qu'on n'était pas juste animateur du lieu, mais qu'il fallait que le lieu vive aussi par les habitants et que ça dégageait forcément du temps pour pouvoir rayonner sur le territoire. Donc, les échanges se sont faits, les avis se sont forgés, et puis au fur et à mesure, on est arrivé sur une compréhension qu'effectivement, à la base, l'association avait un rayonnement, qu'il ne fallait pas casser ce rayonnement-là, et que du coup, on gardait effectivement un rayonnement dans l'idée au moins intercommunal. Voilà. J'espère avoir trahi la parole de deux personnes là-dessus. Et vous êtes arrivé à un accord, en fait, ça couvre à peu près combien de communes du coup Alors, à l'heure actuelle, on a une petite interco, une interco qui fait 11 communes. D'accord. Et donc, c'est extrêmement, c'est assez petit par rapport aux intercos qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, on est effectivement dans l'idée de pouvoir rayonner sur ces 11 communes-là. Dans la réalité de terrain, sur les actions qui sont menées à l'heure actuelle, on est plus sur 5 communes que sur les 11, sachant qu'on reste quand même sur des territoires qui sont finalement assez étendus, malgré tout. On est sur des zones rurales et effectivement, du nord de l'intercom au sud de l'intercom, il peut facilement se passer pratiquement 1 heure de trajet en voiture. Donc, ah oui, quand même, oui. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce que Nadège, tu souhaites aussi intervenir là-dessus? Comment le projet s'inscrit dans la dynamique de territoire? Comment il a été pensé au moins comme ça? Comment vous intégrez la notion de territoire dans ce montage de projet? Oui, alors est-ce que vous m'entendez un peu mieux là ou pas? J'ai changé? Non? Ça Oui? a l'air Ah, d'être super. mieux, Merci, oui, effectivement. Ouais. D'accord. Merci. Donc du coup, nous, donc le tiers-lieu, comme disait Monsieur Devilliers tout à l'heure, en fait, c'est un second projet qui est issu d'un premier projet parce qu'on a l'association locale à Pennes-d'Agenais qui a travaillé en 2017-2018 sur un espace de vie sociale. Donc cet espace de vie sociale, lui, avait une dynamique sur l'ancien canton de Pennes-d'Agenais qui est en fait de 8 communes. Voilà, donc l'objectif aussi, c'est venu sur cet espace de vie sociale, ça vient d'une demande des habitants. Donc ça a été tout un projet pour familles rurales où en fait la mairie a été intégrée dans ce qu'on appelle le COPIL pour les réunions de travail. Et donc en fait après, suite à cette première collaboration, on va dire, avec la mairie sur l'espace de vie sociale, on a travaillé sur le tiers-lieu. Et donc, comme disait Monsieur Devilliers tout à l'heure, le tiers-lieu est pour l'instant sur la commune, mais après, l'objectif, c'est aussi grâce à quelque part avec l'espace de vie sociale, d'attirer toutes les personnes qui sont sur l'ancien canton de Pennes-d'Agenais, donc les 8 communes. D'accord, merci beaucoup. Amor, est-ce qu'il y a des réflexions, des questions, des demandes de précision dans le chat, s'il te plaît? Alors oui, pas mal de questions et puis de commentaires. Alors c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent sur finalement la formalisation de la coopération. On a vu la question dans le chat sur finalement sur la forme juridique que pouvait prendre cette coopération. Est-ce qu'il y avait une forme juridique
à privilégier ou pas. Et puis plus globalement sur effectivement le fait que sur le montage du projet, il y a des fonds qui peuvent arriver par le biais de la commune, d'autres par le biais de l'association, par d'autres collectivités. Et donc comment on arrive à rendre lisible et on va dire facile à gérer tout cela. Ça, c'était un premier point. On avait une question aussi qui nous a, à Famille Rurale, interpellé il y a quelques mois sur effectivement quand il y a un changement de majorité, quid de la coopération sur le territoire. Et ça, effectivement, on a pu le vivre. C'est une vraie question qui peut se poser sur le fait aussi qu'un tiers-lieu et une association souvent essayent de ne pas être dans une logique non plus d'instrumentalisation. Donc, comment on se situe dans leur relation avec la collectivité et du coup, comment ça se passe en cas de changement. Et puis, on a aussi des questions sur des aspects, on va dire, peut-être un peu techniques de la mise en œuvre des projets de tiers-lieux, sur notamment la question de l'emplacement du lieu. Est-ce que dans la coopération, ça fait partie des choses qui peuvent être réfléchies ensemble? Comment on peut sur des choix qui pourraient incomber soit à l'association, soit à la collectivité, comment finalement on peut arriver à des prises de décision qui contentent, on va dire, l'ensemble des parties qui coopèrent à ce projet. Voilà des premiers retours à partir de D'accord. Donc, sur tout ce qui est montage, statut de la coopération, peut-être qu'on peut avoir un éclairage par Lucille dans l'observatoire. J'imagine qu'il y a eu un zoom sur le statut d'une coopération possible. Alors sur les statuts de coopération, en fait, ça met plutôt en avant l'endroit de la relation sur lequel ça a coopéré. Donc il y en a plusieurs. Il y a d'abord des collectivités qui peuvent être, propriétaires des lieux et les mettre à disposition des associations, donc soit de façon gracieuse, soit à loyer modéré, soit à loyer progressif, soit à loyer plein, mais généralement là on n'est plus sur la coopération. Donc voilà, ça c'est le premier élément. En tout cas, les communes sont la deuxième partie prenante des structures après la région et avant les communautés de communes. Donc ça c'est une donnée assez nouvelle. Avant c'était vraiment les communautés de communes qui étaient plus fortement présentes que les mairies. Donc on est sur du conventionnement de type bail en fait la plupart du temps, ou sur l'appel à projet ou des accords de partenariat en fait. Voilà. Il y a quelques structures publiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, c'est un tout petit échantillon qui sont associés dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif quand il y en a. Et qui sont sociétaires au même titre que les habitants, les bénéficiaires, les salariés de la structure. Là encore, sur les quelques fois où les collectivités sont rentrées au sociétariat, il y a une confusion un peu des genres entre ma place de financeur, ma place de sociétaire. C'est pas exactement la même chose, et donc voilà, avec la difficulté aussi de la continuité du mandat et des personnes représentées dans le sociétariat. Voilà. Et est-ce que tu as des exemples justement par rapport à ça là sur les élections et des changements de mandature qu'on mis pas en péril, mais alors j'ai envie de dire, ça peut bien se passer aussi quand il y a un changement. Ça peut même être facilitateur. Ça peut être facilitant, voilà. Il y a en effet quelques collectifs qui ont subi le changement de mandature. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas du temps justement pour revenir en relation? Ça, c'est à voir. Et puis, il y a aussi des acteurs qui potentiellement étaient sur des listes opposantes. Et ça, ce mélange un peu des genres, c'est pas, voilà, ça fait pas bon ménage, voilà. Du coup, je pense que c'est plus là où ça rend difficile les choses. Voilà, faut être vigilant et surtout, voilà, la personnalisation du projet
incarné par une personne un peu leader, c'est souvent le cas hein, quand même, il y a toujours des leaders un peu naturels comme ça qui se dégagent malgré tout, même si on veut faire de l'horizontal. Donc voilà, d'où l'intérêt quand même de bien poser le cadre du projet et puis de montrer que derrière, il y a du monde, quoi. Il y a un collectif, il n'y a pas qu'une personne qui décide de tout, il y a vraiment toute une catégorie d'acteurs qui sont concernés par le projet. Et ça ne rend pas les choses de la même façon quand on va rediscuter avec une collectivité nouvelle. Donc, je pense qu'il y a un effort de redéfinition du projet et de montrer qui a embarqué. Quoi. Merci. Eric, est-ce que tu veux appuyer les propos ou les compléter? Oui, en complément de ce qu'a dit Lucille là sur donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse simple à une question complexe en quoi les changements politiques impactent la démarche tiers-lieu. Nous, dans les expérimentations, les 25-30 qu'on suit, on a été confrontés vraiment à tous les cas de figure. Il y a eu de la continuité, il y a eu des vraies ruptures, mais c'est très à la marge, c'est-à-dire quand le projet a été perçu comme celui de l'ancienne majorité. Quand il y a eu un changement d'équipe et que le projet, et là je rejoins Lucille sur le fait que quand le projet est trop incarné par une personne, que ce soit un élu, voire un technicien de la collectivité, et qu'il y a un changement, un basculement, là il y a assez peu de continuité possible. Après, par rapport à ça, j'insiste sur un plan, ça peut être intéressant parce qu'on en aura une illustration que je vous donnerai après. C'est qu'il y a vraiment une double relation à entretenir entre les élus, c'est-à-dire élus de la collectivité, élus associatifs, et entre les techniciens. Une relation qui n'est pas parallèle, hein, mais qui est de nature particulière à chaque fois. Et sur un des territoires, on a eu en fin de compte une équipe municipale qui a changé, mais la technicienne est toujours en place et c'est elle, en fin de compte, qui a assuré un minimum de continuité dans le projet. Et donc, par rapport à ça, et ce qu'a dit Lucille, je vais dans son sens, c'est qu'il peut y avoir, il y a eu des continuités de maires, mais avec le renouvellement d'équipe. Et ça a été assez intéressant à voir, c'est qu'il peut y avoir une deuxième dynamique, un renouveau, ou alors des enjeux nouveaux portés par la nouvelle municipalité qui peuvent rebooster les projets. Et ça, on l'a vu dans pas mal d'expérimentations. C'est-à-dire, on a vu notamment, au niveau des tiers-lieux, on voit bien qu'il y a une émergence de projets et de problématiques qui intéressent les élus. Par exemple, la place des jeunes dans les territoires ruraux, comment augmenter la participation des habitants, ça c'est une vraie préoccupation et les tiers-lieux sont un outil pour ça. On voit aussi que la question écologique, même de la transition écologique, elle est de plus en plus portée politiquement dans les territoires ruraux. Et ça, les tiers-lieux, ça c'est arrivé avec les dernières élections, je dirais c'est amplifié. Voilà. Mais le changement, c'est vrai qu'il est porteur d'opportunités. Il ne faut pas voir forcément le changement, même politique, comme une menace. Mais ça peut être une remise en cause et il faut s'adapter en fait et puis co-construire, comme on le dit depuis le départ. Après, on voit bien, plusieurs l'ont évoqué, sur les différentes phases dans la relation avec la collectivité, sur un certain nombre de projets, il y a une période où la collectivité peut être des fois attentiste. Quand on n'est pas dans le modèle idéal que j'ai pu évoquer de coopération, c'est-à-dire co-construction dès le départ, il y a des fois des collectivités qui sont plutôt attentistes au départ. Et donc là, dans les élections, je pense que suite aux élections, là, il y a un certain nombre de mois où les collectivités ont une position un peu d'observation de la dynamique qui est autour du tiers-lieu, et je pense qu'ils la rejoindront après. Oui, puis c'est vrai qu'on n'est pas aidé par la crise non plus. On n'a pas forcément un fonctionnement entre guillemets normal en ce moment et c'est peut-être difficile aussi pour les nouveaux élus. Je me mets à leur place. Il y avait une question aussi sur l'emplacement du tiers-lieu. Le lieu, en fait, le bâtiment. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Il y a un bâtiment qui se libère à tel endroit, il y a un projet, ou alors est-ce que c'est juste parce que
C'est juste parce qu'il y a un lieu qui se libère et du coup, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment-là? Tiens, si on faisait un tiers-lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus sur l'importance de l'emplacement? Ouais, moi je veux bien. Ouais, vas-y, Lucille. Alors oui, en effet, on se dit souvent ça parce qu'on a un patrimoine immobilier municipal, que c'est un peu l'occasion de positionner une dynamique collective là-dedans. Et alors le lieu est pas toujours adapté, donc il faut quand même se méfier même si l'intention est bonne, il faut quand même se méfier que les usages sont adéquats. Des fois, il y a des lieux qui sont pas forcément bien placés, mais qui sont symboliques pour le village ou le territoire. Et donc, ça vaut le coup aussi de se pencher sur est-ce qu'il faudrait pas réhabiliter plutôt un lieu qui dit des choses en termes de patrimoine humain et puis qui est, comment dire, ouais, un symbole un peu affectif pour les habitants. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ai vu aussi, il y avait une des questions qui disait, est-ce qu'on peut créer un tiers-lieu dans un tout petit village? Est-ce qu'il y a un seuil plancher pour générer une dynamique tiers-lieu? En fait, il n'y en a pas. Nous, on a vu... alors, ça donne pas forcément du coworking ou du Fab Lab, mais en tout cas, il y a pas mal de dynamiques autour de l'agriculture et de l'alimentaire qui naissent et qui sont fédérateurs, en fait, dans des toutes petites communes. Donc voilà, faut pas se dire qu'il y a un seuil plancher en fait. Si le projet il est bon, qu'il y a une dynamique collective qui est saine, ça embarque quand même des gens et jusqu'à 15-20 minutes aux alentours. Voilà. D'accord, merci pour cet éclairage. C'est vraiment intéressant de savoir que, en fait, même si on est dans un tout petit village, on peut s'imaginer plein de projets et créer et innover ensemble. C'est important de le redire. Amor, est-ce que y a des commentaires ou une dernière question? Alors, on a eu des retours sous forme de 2 questions. Après, j'ai vu qu'Eric voulait prendre la parole, mais sur un premier point sur finalement comment on peut du coup entretenir une dynamique de coopération sur du long terme, parce qu'effectivement, c'est souvent un point de départ. Et il y a des objectifs effectivement communs. On sait que les élections, ça peut jouer, mais c'est vrai comment on arrive à entretenir et renforcer finalement ce lien de coopération avec les acteurs. Et puis on avait d'autres questions aussi sur finalement sur peut-être le besoin ou l'intérêt de se faire accompagner dans ces dynamiques-là entre collectivités et associations pour la mise en place d'une coopération, on va dire la plus, on va dire répondant, on va dire, aux éléments de définition qui ont été donnés au début. Donc ça, c'est 2 questions qui sont venues. Et puis, un des éléments de commentaire aussi qu'on a eu au fil de l'eau depuis le début, c'est le lien aussi que beaucoup font entre finalement la question de la coopération et puis la question de la participation. Là, il y a une question qui se pose entre finalement la coopération entre les acteurs et parties prenantes, forces vives du territoire, et puis la question finalement de la participation du plus grand nombre et l'inclusion finalement des habitants dans leur intégralité dans le projet. Ça, voilà, ce sont des questions et des commentaires qui sont revenus un petit peu au fil de l'eau. D'accord. Merci Patricia sur cette place du tiers-lieu dans le territoire et sur l'accompagnement possible des différents porteurs de projets. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Ouais, il s'est dit beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est forcément une place croissante. C'est dans le prolongement de ce que j'ai pu dire tout à l'heure et que les témoignages éclairent bien. C'est que c'est une nouvelle façon de rendre des services à la population et c'est une façon de répondre aux différentes transitions en cours puisqu'il y a tout en laissant comment dire, tout en ayant une approche d'un commun en fait. Je trouve que le tiers-lieu sur un territoire, c'est l'expression d'un commun qui permet de répondre aux services.
via, pas obligatoirement, mais je prends l'exemple du digital, souvent, on se dit qu'on peut répondre à des nouveaux services, je pense à l'alimentation, à la mobilité par des plateformes. C'est un peu voire à l'hébergement, sauf que du coup, ça peut correspondre à une perte ou à une illusion de commun, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui s'avancent ou qui s'annoncent comme coopératives, je pense, de plateformes digitales, et où le coopératif, il peut être discret ou discutable. Et le tiers-lieu, c'est une incarnation de choses et c'est comme l'occasion de créer du commun inhabituel pour répondre à ces enjeux. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il y a une place croissante, parce que c'est quand même une façon de répondre à des choses de manière non traditionnelle, en utilisant les nouveaux outils, mais en conservant l'implication des citoyens et le croisement aussi d'acquis, parce que tout n'est pas acheté dans les nouvelles façons de faire, mais en allant collectivement vers du nouveau et de l'innovant. Ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi parfois et souvent déconcertant sur les territoires. Et ça peut être même parfois jusqu'à clivant, parce qu'il y a les personnes qui fréquentent le tiers-lieu et ceux qui vont pas. Il y a une image du tiers-lieu. Enfin, un des enjeux et des défis, je trouve, pour la collectivité, c'est justement de faire que ça devienne bien le commun partagé par tous et partagé par des populations assez différentes, que ce soit pas juste, je pense par exemple aux maisons France Service, ex les maisons de service au public. Très souvent, ça peut être des tiers-lieux, mais qui sont vécus, et dont une partie de la population, qu'une partie de la population s'approprie mal, parce qu'ils ont l'impression que on peut avoir réponse à des services publics, mais juste pour des personnes en difficulté sociale, alors qu'en fait, ça peut répondre à des services pour plein de services différents, y compris pour des gens dont c'est pas le profil, donc mais qui vont jamais oser franchir la porte parce que c'est pas l'image du lieu. Donc je trouve, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, que l'emplacement est quand même très important et que parfois ça peut être loin, mais quand il y a un sentiment d'appartenance, que ça a quelque chose de symbolique, c'est important. Je trouve, il me semble que effectivement la dimension symbole elle est importante, mais la dimension de comment on fait commun avec ce tiers-lieu elle est importante. Et donc ce qu'on peut dire sur l'accompagnement des pouvoirs publics à tout niveau, je pense qu'il y a un vrai intérêt des pouvoirs publics, une reconnaissance pour ces formes hybrides et innovantes. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même, de se dire, on fait pas du classique et puis on mélange des actions ou des activités ou des fonctions qui sont inhabituellement mélangées dans les lieux, c'est important. Et quand je dis à reconnaissance, parler pouvoir public, une commune, une interco, comme on vient de le dire, donc ça, ça a été abondamment illustré par les exemples et c'est très important, et parce que ça emmène ces remises en cause et que le tiers-lieu, comme je l'ai dit, peut être un prétexte de nouvelles relations. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que c'est quand même pas mal reconnu par les pouvoirs publics. On a évoqué des soutiens régionaux dans les exemples qui ont été abordés. C'est aussi reconnu par l'État, puisqu'il y a eu un rapport nouveau lieu, il y a un rapport sur les tiers-lieux qui a donné lieu au programme Nouveaux lieux, Nouveaux liens, soutenu et accompagné par l'ANCT. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant aussi de marquer cette reconnaissance des pouvoirs publics, avec une reconnaissance qui est financière. Beaucoup diront sans doute pas assez, sans doute de manière un peu sélective, etc. Mais c'est aussi, je trouve, une reconnaissance des nouvelles façons de faire et d'un nouveau positionnement et la construction d'une nouvelle relation entre les pouvoirs publics et les acteurs. Et c'est important. Et c'est ce qu'Éric a évoqué, le programme Petite Ville de demain, qui est porté par l'ANCT. Derrière, il y a ça aussi, l'idée où les contrats de relance et de transition et de transition écologique sur les territoires, les CRTE. Alors, ça va être discret, on va pas entamer le débat, il peut y avoir plein de reproches faits à ces programmes qui sont en partie fondés, mais c'est quand même des programmes, j'attire votre regard sur le fait que c'est quand même des programmes où l'État apprend une nouvelle façon de faire, des logiques d'accompagnement qui partent du territoire et qui se veulent moins descendantes. En tout cas, c'est vraiment comme ça que sont pensés ces programmes, ça je peux en témoigner. Je dis pas qu'ils sont toujours interprétés suffisamment bien comme ça à l'échelle des territoires, ça passe, mais n'empêche que voilà, il y a quand même des signaux de ces relations et de cet accompagnement qui est intéressant. Merci Patricia. On va conclure, peut-être laisser le dernier mot à Éric Rossi et à Lucile si ils sont OK
Sur le dernier point là que tu abordais, Amor, sur la coopération et la participation, en fait, comment en fait on arrive à toucher un plus grand nombre et qu'on répond bien à la problématique aussi des habitants, tout simplement. Moi, par rapport à Eric? ça, avec la transition entre le mot de conclusion, c'est la transition entre ta question et le propos de Patricia avant. Moi, je pense que sur un certain nombre de territoires là qu'on peut accompagner dans les expérimentations, le tiers-lieu, c'est un vrai projet fédérateur. Et il permet, sur des petites intercommunalités rurales, voire dans des communes nouvelles, d'écrire une nouvelle page d'histoire commune qui va répondre à la fois à, je dirais, un sentiment, une envie de collectif de la part des habitants et aussi à des réponses à des besoins sociaux. Là, Patricia l'a évoqué, il y a des réponses de services dans les tiers-lieux en matière de services, donc importantes, mais qui peuvent aussi aider les élus à construire je dirais une histoire collective et à tracer une nouvelle page de l'histoire de ces nouveaux territoires qui émergent. Donc moi, je pense que c'est vraiment, on est à la croisée des chemins entre l'action publique, les décideurs publics, tout le privé et les habitants. Et les tiers-lieux sont vraiment l'interface entre l'ensemble de ces acteurs-là, voilà, pour écrire un peu l'histoire des nouveaux territoires, quoi. Merci. Lucille, tu veux ajouter quelque chose à ce propos-là? Ouais, alors je sais pas si j'ai saisi la question, puis bon, j'avais du monde qui me parasitait dans mon bureau. Non, ce que je veux dire par rapport... comment on fait pour faire le lien comment on fait pour faire le lien entre tout ce qui est coopération et les forces vives vraiment porteurs du projet et puis la population pour pouvoir toucher un plus grand nombre et répondre vraiment aux besoins des habitants? Peut-être que la coopération, collectivité, association, elle se passe au niveau stratégique et que la participation, elle intervient plutôt sur des questions opérationnelles et organisationnelles dans les projets. Donc, j'ai envie de donner cette réponse-là. Et par rapport aux propos de Patricia, je voulais juste mettre un petit point de vigilance. Ça m'embête de terminer et de conclure là-dessus, mais quand même, sur le fait de mettre plusieurs briques de services les uns avec les autres dans un même lieu. Alors, en effet, ça propose des modes de relation. En tout cas, ça permet aux acteurs de ces différentes briques de services de se rencontrer et d'imaginer les choses ensemble. Mais ça ne fait pas nécessairement projet commun. Et du coup, potentiellement, il y a justement le fait de mélanger services publics dans un lieu, etc. On est moins dans un effort de participation que dans un service à la population qui est normé et puis dans lequel il y a beaucoup d'indicateurs de fréquence, de fréquentation, etc. Donc, c'est moins facile à gérer qu'une participation plus libre et plus souple sur des activités de type convivialité ou de programmation. Voilà. Donc, point de vigilance, alerte, c'est pas la coprésence de plusieurs briques de services qui font le projet. Il faut trouver le dénominateur commun qui réussisse à fédérer tout le monde. Je vous laisse avec ça. Merci, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci pour toutes les réflexions et puis les échanges dans le chat.